Je souhaiterais que les personnes qui souhaitent assister à cette rencontre-là puissent nous rejoindre. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce thé à la menthe. Vous le savez sans doute, il y a des auteurs qui racontent des histoires, mais il y a aussi ceux qui bâtissent l'histoire. Chris, vous faites partie de ceux justement pour lesquels chaque mot, chaque silence, chaque case contribue en fait à architecturer cette mémoire collective. Je suis très heureuse de vous recevoir, de vous compter parmi nous, ici, à l'Institut français de Meknès, à l'occasion de son FICAM, Festival international du cinéma d'animation. Bienvenue. Merci. Je vous ai entendu parler dans divers ateliers. Nos festivaliers commencent un petit peu à vous connaître à travers vos travaux, vos mots, votre présence. Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous ancrez vos récits, vos choix d'histoire dans des faits historiques réels, concrets. J'aimerais peut-être commencer par inviter le public à découvrir comment vous faites vos choix. Qu'est-ce qui vous motive à choisir une histoire, un moment, un fait, et ensuite nous raconter quelque chose de formidable. C'est pas toujours facile à définir. Par contre, c'est souvent une évidence. Quand une bonne histoire nous tombe dessus, parce que souvent c'est comme ça, elle nous tombe dessus d'une façon ou d'une autre, en réalité on est sans doute prêt à la recevoir depuis pas mal d'années déjà. Si on prend un exemple précis, cette bande dessinée, Un homme est mort, qui est la troisième que j'ai faite, qui est la première qui a vraiment marché. Cette histoire est née en réalité quand j'avais 10 ans. Lorsque mon grand-père m'avait amené voir une pièce de théâtre sur des grandes grèves ouvrières à Brest. C'était une histoire vraie, hein. Elles avaient eu lieu en 1950, il y avait participé lui-même, et un ouvrier brestois avait été tué par la police, qui s'appelait Édouard Mazet. Et cette pièce de théâtre m'avait beaucoup impressionné quand j'avais 10 ans, comme on peut l'être à 10 ans, hein, être marqué par quelque chose. J'ai encore l'image de l'acteur qui jouait Édouard Mazet. Moi j'étais au tout premier rang comme j'étais petit, et je le vois encore devant moi mourir, enfin jouer évidemment l'homme mort, etc. Et quand on est rentré en voiture avec mon grand-père, c'était un soir d'été, hein, on m'a longuement parlé de ces grèves, et ça m'était resté en tête. J'ai même encore, vous savez, quand on est enfant, on retient vraiment tout. J'ai même encore les odeurs. Lui, c'était le chewing-gum à la menthe pour pas fumer. J'ai encore l'odeur du chewing-gum à la menthe dans sa voiture quand il me racontait cette histoire-là. Et il est décédé, j'avais 25 ans, et peu de temps après, je me suis lancé dans la bande dessinée. Et ça m'était resté en tête, cette histoire des grèves ouvrières à Brest en 1950, qui était assez oubliée. Je m'en étais déjà rendu compte en discutant avec d'autres personnes qui connaissaient assez bien l'histoire de Brest, mais ces grèves-là étaient recouvertes par tout un tas de rumeurs, de mensonges d'État en l'occurrence, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était enfoui là et qui méritait d'être déterré, d'être raconté à nouveau. Et un jour, c'est le directeur de la Cinémathèque de Bretagne, on est déjà dans le cinéma finalement, est venu me voir en me disant je sauvegarde l'œuvre d'un cinéaste qui s'appelle René Vauthier, un cinéaste très connu dans le Maghreb parce qu'il est considéré comme l'un des premiers cinéastes anticolonialistes français, avec un film qui s'appelle Afrique 50 qui dénonçait la colonisation dès 1950. Et un jour, René Vauthier est venu à Brest pendant ces grandes grèves ouvrières. Il avait 20 ans en 1950 et il est venu tourner un petit film donc, qui s'appelait Un homme est mort pendant ces grèves. Et quand le directeur de la Cinémathèque m'a parlé de cette histoire, il m'a dit le problème c'est que ce film a entièrement disparu et je voudrais le refaire en bande dessinée puisqu'il ne reste plus aucune image. Je me dis que la bande dessinée pourrait la refaire. Et bon,
j'étais resté le regarder en étant assez peu convaincu parce que je me disais refaire à l'identique un film qui n'existe plus, dont j'ai plus aucune image, je voyais pas trop comment faire. Et pour me convaincre, il m'a raconté l'histoire du tournage de ce film qui était dans les mémoires de René Gauthier. Et en lisant l'histoire du tournage de ce film, tout d'un coup, tous les souvenirs que m'a raconté mon grand-père sur ces grandes grèves sont remontés. Notamment parce que quand René Gauthier a fait ce film, il a été aidé par 2 ouvriers brestois, dont l'un d'entre eux s'appelait Tizef, était un petit costaud qui faisait le service d'ordre, qui était toujours à se battre en première ligne et tout ça, qui était finalement le portrait craché de mon grand-père. Et c'est en lisant ça où instantanément, en 5 minutes, j'ai su que j'allais raconter cette histoire-là, que ça allait être une forme d'hommage à mon grand-père, à comment il avait été important pour moi pour plein d'autres raisons autrement, il avait été résistant également, etc. et tout ça. Mais je l'ai su en 5 minutes. Après, ce que je ne savais pas, c'est que je m'embarquais pour 5 ans de travail avant que la BD soit publiée, avec une somme de découvertes assez extraordinaire. Notamment, on a retrouvé des images de ce film, hein, et la personne qu'on voit le mieux sur les images de ce film, comme un hasard absolument incroyable, ben c'est mon grand-père. Voilà. Donc j'ai travaillé 5 ans sur un livre pour lui rendre hommage, pour au moment de le finir, retrouver la seule image sans doute de lui. Je ne savais même pas qu'il était sur le film, hein, parmi des milliers d'ouvriers possibles. La photo est dans la bande dessinée, à la fin, dans le dossier. Donc pour répondre à votre question, on ne sait pas trop comment elle arrive, elle peut arriver de plein de façons différentes. Ça peut être une discussion ici, à la terrasse du FICAM à Meknès. Ici, et là, en une semaine, j'ai eu le temps de faire plein de rencontres humaines, d'artistes ou pas d'artistes, hein, voilà, de personnes habitant Meknès, qui peuvent faire naître des histoires. On sait juste que quand elle est là, c'est un peu comme une histoire d'amour, on sent au fond du ventre des petits gris-gris là, et on se dit oh là, il y a quelque chose qui me plaît, qui me parle vraiment. Ça fait toujours écho à des choses qu'on a vécues avant ou qui nous constituent. Et là, on sait qu'on est parti pour ça. Donc il y avait cette mémoire qui était une cire fraîche quand vous étiez enfant, qui vous a vraiment aidé à retenir tous ces détails incroyables. Mais vous m'aviez aussi parlé un petit peu en coulisses de votre tradition familiale qui est de conter, de raconter aussi. Moi je trouve cela intéressant que vous en parliez aussi à notre public présent aujourd'hui. Ouais, on peut dire, on est en Afrique encore une fois, donc on peut presque dire que j'ai une famille de griots, mais je suis breton et les Bretons ont une tradition du conte, hein, orale extrêmement forte, et j'ai la chance d'avoir une grande famille. Mon père a 7 frères et une sœur, et qui ont baroudé un peu partout dans le monde. La moitié de mes cousins sont nés en Afrique, hein, depuis le Liban jusqu'à la Côte d'Ivoire, en passant donc par le Maghreb. Et donc les réunions familiales qui avaient lieu toujours à Brest, où mon père est le seul à n'avoir jamais bougé, donc c'était un peu avec ma grand-mère, c'était voilà, l'ancrage c'était à Brest, et toutes les réunions familiales c'était des histoires comme ça à n'en plus finir. Je suis le premier à avoir eu mon bac dans la famille, donc c'était pas du tout une famille intellectuelle, mais à une époque où il n'y avait pas internet, forcément quand on est un peu partout dans le monde on s'écrivait, et donc on raconte par l'écriture ce qu'on a vécu, ce qu'on fait, voilà. L'un de mes oncles a disparu pendant 15 ans, hein, on l'a cru mort, corps et biens, on avait retrouvé sa carte d'identité sur un mort au fin fond de l'Afrique également. Et il est réapparu un jour de fête des mères avec femme, pas encore enfant, mais quand même. Et donc tout ce genre d'histoire, évidemment, enfant, ça vous fascine. Alors j'allais un peu interroger mes oncles, mais ils me racontaient jamais des événements extraordinaires. Ils me racontaient la chair de la petite histoire, justement. Ils ont tous traversé au XXe siècle à peu près tous les conflits ou tous les événements majeurs du XXe siècle. Et donc chez moi, c'était pas de l'histoire dans les livres, c'était très vivant, ça s'incarnait dans ce qu'ils me racontaient. Ils ont jamais été chefs, hein. C'était toujours les fantassins de l'histoire, voilà. Comme il y en a tellement. Et c'est comme ça que je raconte mes histoires. En fait, toutes mes histoires, ce sont... alors, il y a un très joli terme qui vient de la France libre, si je dis plus de bêtises, où l'un des anciens soldats de la France libre disait qu'ils étaient les soutiers de la gloire. Les soutiers, hein, c'est ceux qui sont au fin fond du bateau pour le faire avancer. J'ai une famille de soutiers comme ça. Mon arrière-grand-père a été donc dans la France libre dès le départ, mais dans un bataillon de tirailleurs sénégalais. Donc, il a fait toute la guerre aux côtés des tirailleurs sénégalais. Ce qui me rend là aussi sensible un peu à tout ça. Et faut jamais oublier que les 3/5 de la France libre est africaine, hein, quand même. Africaine au sens large, hein, maghrébine évidemment dedans. Donc voilà, cette famille-là, elle a nourri au moins mes envies d'histoire et une bonne partie des histoires que j'ai publiées. Quelque part, il y a un écho d'eux à travers les pages.
Et donc tous ces fabuleux récits, en fait, riches qu'ils sont, on s'attendait peut-être à lire des romans, à lire beaucoup de prose, et finalement on se retrouve avec vous avec de la BD. Qui est aussi un genre littéraire extrêmement intéressant, et vous la choisissez comme médium de transmission. Donc est-ce qu'on peut revenir justement sur vos débuts avec la BD, comment ça s'est développé, et en quoi la BD est-elle l'un des outils efficaces pour faire la médiation sur l'histoire avec un grand H? Alors il y a deux choses. La première, c'est pourquoi la bande dessinée. Alors c'est un peu comme l'histoire, il n'y a pas forcément une raison évidente au premier abord. Aussi loin que je me souvienne, j'ai lu de la bande dessinée, j'ai appris à lire avec la bande dessinée quand j'avais 5-6 ans. Ma mère était bibliothécaire à mi-temps, donc dès que je sortais de l'école, je passais par la bibliothèque et j'avais droit à ce moment-là une bande dessinée. On n'avait pas le droit d'en emprunter beaucoup, c'était une seule. Une bande dessinée, ça se lit vite, hein, une petite demi-heure, c'est fait. Donc quand il faut attendre au moins le lendemain pour lire la suite ou une autre, ben, on la lit, on la relit, voire on fait la suite dans sa tête. À ce moment-là, on lisait aussi beaucoup tout ce qui est album Spirou, journaux Spirou, Tintin, où les histoires sont fractionnées d'un numéro à l'autre, et donc si on n'a pas la suite, eh bien, on est obligé d'inventer aussi nous-mêmes. Donc, naturellement, j'ai toujours inventé mes histoires en une suite d'images fixes. Voilà, c'est pas des mots qui me viennent, ce sont des images, et des images fixes, sans mouvement. Et si j'ai très vite arrêté le dessin, j'avais pas un plaisir particulier à dessiner, je me sentais très vite très limité. Par contre, j'avais envie de raconter des histoires en bande dessinée, et j'ai toujours aimé le travail en collaboration. J'ai fait beaucoup d'associatifs, organisé pas mal d'événements et tout ça. J'ai jamais finalement aimé travailler tout seul, même si on n'est que 2 ou 3 dans la bande dessinée. J'aime bien. Il faut quand même imaginer que quand on est scénariste de bande dessinée, tous les jours on invente des histoires, on invente des pages qui sont totalement virtuelles, hein. C'est vraiment dans votre tête uniquement, et tous les jours on reçoit ce qui était entièrement virtuel devient du papier, enfin dessiné comme ça sous vos yeux. C'est une sorte de cadeau quotidien dont je me suis jamais lassé. Et après, assez rapidement, je me suis surtout rendu compte que la bande dessinée a énormément de qualité, c'est-à-dire que pour moi, je cite toujours, quand on va à un festival de bande dessinée, c'est très différent d'un festival littéraire ou d'un festival de cinéma. Je parle pas du FICAM parce qu'il est à part, mais allez interroger des réalisateurs de cinéma, ils vont vous parler de films, ce sont des cinéphiles. Allez interroger des romanciers, ils vont vous parler de romans. Allez interroger des auteurs de bande dessinée, ils vont vous parler de cinéma, de romans, de théâtre, de peinture, de photos, de tout ça, parce que la bande dessinée est un art de la cambriole. C'est un art qui sont des images, mais fixes, il n'y a pas de mouvement, donc c'est assez proche de la peinture, de l'illustration, mais donc ça peut aussi se rapprocher du cinéma, sauf que donc on n'a pas le son, on n'a pas le mouvement, mais ça se lit aussi, ça ne fait pas que se regarder, ça se lit, ce sont des mots, donc c'est aussi une littérature comme le roman, mais pas seulement. Et en même temps, vous êtes sur des pages, donc c'est un espace très contraint, on ne peut pas sortir de la page, comme au théâtre, on ne peut pas sortir de la scène, on est bien obligé de faire avec ça. Et toutes ces contraintes, j'avais un éditeur, Claude Gendreau, qui me disait souvent, tu sais Chris, l'art naît de contraintes et meurt de liberté. Ben, la bande dessinée, elle est pleine de contraintes qui l'obligent à être extrêmement créative et à aller cambrioler un peu tous les autres arts pour faire notre propre grammaire. Et c'est cette richesse-là que j'aime avec un dernier atout, c'est que 90% de la bande dessinée se fait dans la tête du lecteur. On dit souvent, hein, on voit un personnage qui court, la case d'après, il est le nez dans le gazon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Est-ce qu'on l'a vu tomber? Non. Par contre, tout le monde l'a imaginé tomber sans aucun problème dans sa tête. Mais chacun l'a imaginé à sa façon. Un accident de voiture, on voit une voiture prendre un virage à 90 degrés dans un grand crissement de pneus. La case suivante, il y a une tombe avec une couronne de fleurs et un volant cassé, avec marqué ici J. Jackie. Jackie a eu un accident. Si le dessin est humoristique, on peut imaginer un accident un peu drôle. Si le dessin est réaliste, dur, on peut imaginer un accident tragique. Si quelqu'un, le lecteur, a eu un accident lui-même, il va projeter des choses de lui-même là-dedans. Et donc cette nécessaire subjectivité de la bande dessinée, elle est assez géniale parce qu'on n'a que des lecteurs uniques. Et il faut essayer de faire cette alchimie. Je donne au lecteur et il fait une partie du chemin, puis je lui redonne un truc, il refait une partie du chemin. Et c'est un art qui demande beaucoup d'engagement de la part du lecteur. Il ne faut pas être passif en lisant de la bande dessinée. Et au final, c'est quelque chose qui marque très très fortement. Alors que pendant longtemps, ça a été un art avalé à la jeunesse.
ou au pire, comme si la jeunesse au sens bon, c'est bon pour les attarder, ou pour faire rire, pour se divertir, mais jamais pour poser un regard sur le monde, par exemple. Il n'y a rien de plus faux évidemment, mais c'est pas plus mal qu'on soit un peu plus tranquille comme ça. Le jour où la bande dessinée rentre dans les musées, commence à rentrer dans les musées, est-ce que c'est un bien ou un mal? La bande dessinée commence à se vendre des sommes faramineuses comme des grands peintres contemporains. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Je sais pas trop. Moi j'aimais bien quand ça reste un art quand même de la contre-culture, un art qui a le droit de se moquer des conventions et de surtout pas s'institutionnaliser. Vous, si je reprends un petit peu votre philosophie, Chris, vous nous dites que la bande dessinée est un art qui appelle à l'interaction, mais aussi et surtout dans vos réalisations qui appelle à l'action, parce que vous êtes un auteur très très engagé. On le ressent dans Un homme est mort, mais aussi Un maillot pour l'Algérie et bien d'autres BD. Cette posture justement d'engagement, est-ce qu'elle est, je dirais, intentionnée, consciente, choisie, ou est-ce qu'elle se dessine à travers l'histoire, au fil? Est-ce que c'est quelque chose qui vient après ou qui est voulu, souhaité dès le départ? C'est pas forcément là dès maintenant, parce que militer c'est quand même autre chose que de rester assis devant son ordinateur à écrire sur un clavier. C'est un peu plus compliqué que ça quand même, d'aller dans la rue, de manifester, des fois de prendre des risques, de se fâcher aussi avec ses amis ou plein de... le militantisme c'est quand même quelque chose de pas simple à vivre au quotidien. Alors je l'ai fait beaucoup dans ma vie quotidienne, hors auteur de bande dessinée, donc à un moment sans doute que ça finit par transparaître dans la bande dessinée, mais c'est pas si intentionnel que ça au départ. Par contre, faire un livre n'est pas anodin. Dans 10, 20, 30, 40 ans, on trouvera encore ce livre-là dans des bibliothèques, sur Internet, j'en sais rien, enfin par tous les moyens possibles. J'ai pas envie d'avoir honte de ce que je raconte dans 40 ans. J'ai pas envie que l'histoire me donne tort, par exemple, j'ai plutôt envie que l'histoire me donne raison. Et on sait très bien que pour plein de livres, l'histoire a donné raison. Les auteurs, les autrices qui les ont écrits ont dû être parfois extrêmement courageux, y compris parfois contre leur propre famille, au moins de penser et tout ça, et l'histoire parfois leur a donné raison. Quand j'ai travaillé sur Un homme est mort, on a fini par découvrir les archives qui étaient cachées, l'État les avait frappées du sceau de non-communicabilité pour atteinte à la sûreté de l'État, donc elles étaient cachées jusqu'en 2010, on a pu y avoir accès dès 2005, et en fait ce qu'on y a trouvé était encore pire que ce qu'on racontait, donc on avait raison d'y aller. Mais il peut y avoir une intentionnalité dans les récits que je choisis quand il y a des réactions un peu épidermiques à une situation. Un maillot pour l'Algérie, typiquement, vous en parlez, c'est le moment où nous avions un président de la République à ce moment-là en France, qui est le premier président à avoir été condamné par la justice d'ailleurs désormais, s'appelle Nicolas Sarkozy, qui avait décidé, pourquoi on se demande bien, mais de lancer un grand débat sur l'identité nationale en essayant de déterminer qu'est-ce qu'est un Français, sous-entendu un bon Français, sous-entendu un vrai Français. Tout s'appelle Sarkozy, c'était quand même pas rien, mais et avec évidemment tous les dérives qu'il y a pu en avoir à partir de là. Et ce qui en ressortait de ce grand débat ne me faisait pas plaisir, c'est peu de le dire. J'ai grandi dans un quartier qui était extrêmement métissé, donc avec beaucoup notamment de familles originaires du Maghreb en général, Tunisie, Maroc, Algérie évidemment, et l'histoire de cette première équipe de football algérienne, puisque c'est ce que raconte Un maillot pour l'Algérie, elle raconte l'histoire de la création de l'équipe algérienne en pleine guerre d'Algérie en 1958, à l'initiative d'un certain nombre de footballeurs professionnels, dont 4 d'entre eux étaient en équipe de France. Et ces footballeurs qui étaient donc français non seulement par le football, français aussi puisqu'à l'époque l'Algérie c'était la France, on le disait suffisamment, vont tout risquer, leur carrière, leur famille, à peu près tout, pour une idée assez simple qui est si un pays a une équipe de foot, c'est donc que c'est un pays. Voilà, et donc si l'Algérie a une équipe de football, c'est donc un pays, à l'époque où elle n'existait pas encore. Et cette idée simple qui n'a tué personne, mais qui a fait... qui a aidé en tout cas à l'idée de l'indépendance algérienne, montrer surtout que ces footballeurs-là n'ont jamais renié le fait d'être finalement aussi français. Rachid Bekoufi, il a joué en équipe de France, il avait sa place toujours réservée au stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, où il a beaucoup joué, où il a gagné la Coupe de France pour Saint-Étienne. Il était parfois écartelé entre les deux pays, mais il était aussi de ces deux pays. Et j'aurais aimé qu'on raconte un peu plus ce genre d'histoire,
plutôt que ce qui est sorti de ce débat sur l'identité française. À un moment, un maillot pour l'Algérie a failli s'appeler, de façon assez provocatrice, mais bon, une histoire française. Parce que c'est aussi notre histoire. Voilà, encore une fois, ces footballeurs, on fait partie de l'équipe de France, et qu'on le veuille ou non, de toute façon, on a une histoire commune des deux côtés des rives de la Méditerranée, pour le bien parfois, pour le pire malheureusement assez souvent dans l'histoire, mais après ça tient qu'aux gens de chaque époque d'en faire autre chose. Donc ce livre-là, quand on l'a sorti, on s'est dit qu'on allait se faire jeter des pierres ici ou là, soit par les nostalgiques de l'Algérie française d'un côté, soit potentiellement aussi par une frange complètement à l'inverse, parce qu'on racontait aussi sans farce ce qu'étaient ces footballeurs algériens de cette époque-là, pas forcément irréprochables, et en fait non. On a vu des nostalgiques de l'Algérie française dire qu'ils écoutaient les matchs de l'équipe d'Algérie à la radio, que Rachid Mekloufi pour eux était resté une idole, et presque en larmes en fait d'évoquer ça. Donc comme quoi, en fait, même ça, on avait une histoire commune là-dessus. Et donc réussir à raconter une histoire autour de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance de l'Algérie, en fédérant les deux côtés, c'est quand même pas rien, c'est quand même extrêmement rare. Et cette histoire-là, finalement, elle l'a fait. Et on a fait beaucoup de rencontres avec Rachid Mekloufi, à Villeurbanne, au Mans, dans tous les quartiers un peu en France, en Algérie aussi, évidemment. Et donc, c'était chouette. Alors, je vous le dis tout de suite, j'aimerais bien continuer, puisque étant passionné de football, vous l'aurez compris, le football, c'est quand même une prise de guerre aussi. Et je vois ici, de toute façon, tout le monde joue au football ici. Je peux pas faire 50 mètres sans tomber sur une partie de foot. Et Dieu sait s'il y a des joueurs marocains assez extraordinaires. J'en ai eu d'ailleurs dans l'équipe du Stade Brestois que je supporte, Karim Maroc, ça s'invente pas, donc forcément qu'il était marocain, c'était un des milieux de terrain du Stade Brestois dans les années 80 que j'avais beaucoup. Donc à un moment ou un autre, je pense que je risque de faire aussi encore un autre album de football, ou un sportif ou une sportive marocaine. Bah écoutez, c'est très intéressant. Donc il est question de géopolitique, d'identité culturelle, historique, d'appartenance, de conflit, de réconciliation, de beaucoup de choses. Et ces mutations sociales-là, vous construisez, en fait, comment vous construisez des personnages qui sont en phase avec tout ce background riche, complexe et intriguant aussi. Alors tout tient à ça, donc la question, c'est effectivement la bonne question. On retient une histoire, pas tant pour sa mécanique, même si parfois quand même on peut dire ah puis à la fin il se passe ça, ok, mais bon, une fois qu'on l'a vu, du coup on n'y revient pas. Par contre, quand on a aimé une histoire, et c'est principalement le cas pour des personnages qui nous ont été racontés, là on peut y revenir encore, ça peut devenir des modèles, et donc bâtir des personnages, même quand ils sont réels, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on va mettre en avant de leur personnalité. En 60 à 120 pages, on va pas raconter 20, 30 ou 40 ans de leur vie, donc on va mettre l'accent sur un trait de personnalité à un moment de leur existence ou autre. Et là, il faut être, le terme absolument à rechercher, c'est d'être juste. C'est pas d'être exact. On pourra jamais, je peux pas être exact à 50 ou 60 ans de distance en racontant 120 pages, 4 ans d'une aventure humaine qui a concerné une vingtaine de personnes. Donc, par contre, on peut être juste. Dans quel sens exactement a eu leur combat, comment ils se sont comportés au plus largement, comment leurs familles les ont acceptés ou rejetés, etc. et tout ça. Et là, le moindre mot compte. Quand Un homme est mort a été adapté en film d'animation, j'ai écrit les 2 premières versions du scénario, et Arte, qui coproduisait le film, voulait absolument une dimension un peu plus policière. Et donc je leur ai dit, vous savez, c'est une histoire vraie, Enfin, il y a un moment, on peut pas non plus inventer n'importe quoi dessus. On peut prendre quelques libertés, mais on peut pas trop en rajouter non plus. Et ils ont eu l'idée, a priori bonne selon eux, saugrenue selon moi, que l'un des ouvriers grévistes décide de voler un pistolet à un flic pour tuer un flic et se venger de cet homme qui était mort. Donc ce qui est totalement imaginaire. Et donc j'ai vu arriver ça dans une 3e version de scénario qui avait été confiée à 2 autres scénaristes pour finir le travail. Or il n'en était pas question. Le sens de cette grève, c'est que après la mort d'Edouard Mazet, après que quand même il y avait 4000 manifestants, c'était pas une immense manifestation, il y avait 3000 flics en face. Ils ont fait un mort, 20 blessés graves, donc 4 amputés. 48 heures plus tard, il y a eu les obsèques de cet
manifeste ouvrier, il y avait 80 000 personnes qui manifestaient, il n'y a pas eu le moindre débordement. Donc le sens de ces grèves, c'est au contraire la dignité des grévistes qui ont su ne pas basculer dans la violence et dans la provocation qu'avait fait le gouvernement de l'époque. Donc si dans le film où j'adapte cette histoire, je fais un ouvrier qui cherche à tuer un flic, je suis complètement à côté du sens de ce qu'ont été, de ce qu'ont vécu, de ce qu'ont fait mes personnages. Donc c'est là où c'est beaucoup plus complexe évidemment d'adapter un fait réel que de faire une fiction. Ou si on décide pour les biens de la dramaturgie d'avoir un type qui veut se venger, eh bien voilà, il n'y a pas de souci. Quand on est en fait réel, c'est autre chose. Et même quand on fait une fiction, mais qui raconte une époque donnée, il faut essayer, quand on fait le film comme Indigène par exemple, bon voilà, il faut essayer de retrouver ce qu'étaient les soldats de la France libre à l'époque, venus donc du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, et même en bâtissant des personnages imaginaires, il faut prendre le temps d'être légitime, de les connaître, de les comprendre, de lire, d'entendre leurs mots, de les retranscrire. Et il ne faut pas qu'ils parlent tous pareil, il ne faut pas qu'ils parlent comme à la Sorbonne, il ne faut pas qu'ils parlent comme dans un quartier ouvrier brestois. Enfin voilà, tout ça est important et la bande dessinée n'a que les dialogues, pour faire passer la personnalité d'un personnage. Il y a la mise en scène un minimum, mais les dialogues sont extrêmement importants. Et souvent en bande dessinée, c'est là où on souffre. Je trouve qu'on ne travaille pas assez les dialogues, alors que le moindre mot doit compter et imprimer quelque chose de la personnalité du personnage. Donc il est question de rendre justice, il est question de témoignage, en tout cas vous vous efforcez à le faire. Messieurs, dames, il y a le thé à la menthe qui arrive. Donc n'hésitez pas à en prendre. Alors, je laisse notre invité prendre son thé. Merci. Comme le veut si bien la tradition. Ça, merci. Alors, il n'y a que au Maroc que je bois du thé, hein. Je vous le dis tout de suite. Ma compagne me demande à peu près tous les soirs si je veux du thé comme elle. Oui. Et je lui dis, tu sais, ça fait quand même 3 ans et demi que je te dis que je bois jamais de thé. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et ici, quand même, je dois avouer, il est quand même vraiment bon. Donc, j'ai fini par craquer et je prends mon petit thé désormais tous les jours. Voilà à quoi ça sert de faire des voyages, c'est à changer d'avis. Merci. Si ça peut vous faire autant plaisir que cela le fait pour les Marocains. Je parlais justement, en me basant sur votre réponse, qu'il est question de rendre justice, de revenir sur un témoignage, de presque s'efforcer à faire du reportage pour pouvoir produire, raconter des faits non pas réels et réalistes, comme vous le dites, mais les plus sincères possibles. Dans tout ça, en fait, ce que j'avais pris comme note, oui, c'est vrai, vous donnez en fait, parce que vous avez parlé à un moment donné d'ouvriers, vous donnez la parole à ces ouvriers, donc c'est des personnages qu'on n'entend pas souvent, même si ça commence un petit peu plus à être le centre d'intérêt dans plusieurs œuvres, mais vous vous y attachez quand même. Même si vous avez répondu un petit peu à cette question au début en nous disant que dans votre famille, il y a ceux qui ont fait l'histoire, mais les petits moments de l'histoire qui contribuent à faire la grande. Je ne sais pas si vous recevez un petit peu l'intérêt en fait, l'intérêt de la question, c'est de revenir sur cette mise en avant de l'ouvrier, du petit personnage qui fait la grande histoire. En fait, c'est pas tant ou les ouvriers ou autres, c'est effectivement plutôt, comme vous l'avez dit au départ, ceux à qui on n'a pas donné la parole ou qui l'ont pas prise, hein, souvent aussi. Pour prendre la parole, il faut se sentir légitime. Il n'y a pas que les ouvriers, évidemment, qui se sentent illégitimes pour prendre la parole ou à qui on n'a pas donné. Et là, on peut faire toutes les catégories et qu'on ne parle pas de minorité, puisque parfois ils sont une majorité, depuis les femmes, les populations qui ont été colonisées ou autres, etc. Et tout ça à telle époque donnée. Et la difficulté pour l'auteur quand on s'y attaque, c'est justement parfois de trouver des traces. Sur une série qui se passe pendant la Grande Guerre, la place des femmes y est largement évoquée, et ça a été à peu près une quinzaine d'années de travail en général. En fait, ça évoque 2 catégories très oubliées, les adolescents délinquants qu'on sortait de prison pour s'engager dans l'armée entre 1914 et 1918 en échange d'une remise de peine ou de la liberté. Vladimir Poutine n'a rien inventé, hein. On l'a fait nous aussi entre 1914 et 1918. Ils avaient entre le plus jeune 14 ans
entre 14 et 17 ans, ont changé leur âge pour qu'ils puissent s'engager, et en leur disant, voilà, tu vas aller combattre, mais dès que la guerre est finie, tu seras libre et tu seras un héros. Bon, on sait ce qu'il est advenu de cette guerre, elle n'a pas duré 3 mois, beaucoup n'en sont pas revenus, parmi eux, très peu en sont revenus, et quand je suis tombé sur un premier groupe de ces très jeunes adolescents délinquants, j'ai vraiment cherché ce que je pouvais trouver sur eux, sur la criminalité en temps de guerre par exemple. Quand je me dis, si on met 8 millions d'hommes en armes, il y a peu de chances que la criminalité baisse, il n'y a pas une seule étude sur la criminalité en temps de guerre, pendant la Grande Guerre, même relativement plus largement. On cherche, là je fais une histoire de la Russie et de l'URSS en ce moment, j'ai cherché sur la criminalité en temps de guerre en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a rien. De là, j'ai donc dû imaginer ces très jeunes adolescents, à travers plein d'autres lectures, qu'on surnommait les Apaches, c'est assez romantique les Apaches, mais leur situation était beaucoup moins. Et j'ai imaginé la découverte d'une femme assassinée, justement dans le secteur où ces gamins sont cantonnés. Puis bientôt une deuxième femme, bientôt une troisième femme, bientôt une quatrième. Et évidemment, comme ce sont tous des petits criminels, ils vont faire des suspects tout désignés. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Et pourquoi dans mon récit j'ai décidé qu'il y ait des femmes assassinées? Pas évidemment par plaisir, je m'entends très bien avec ma mère, il n'y a pas de souci, mais parce que j'étais tombé sur une lettre de Poilu qui comportait une misogynie assez extraordinaire contre les femmes. Et ça a commencé à me gratter un petit peu, j'ai commencé à vraiment à chercher, à lire énormément de lettres de soldats, uniquement en cherchant ce thème, le rapport aux femmes, comment ils se comportaient, comment ils parlaient des femmes, ou comment ils s'adressaient à leurs compagnes, etc. Et là, à ce moment-là, j'ai pas mal travaillé avec différentes historiennes spécialistes de la Grande Guerre, et notamment des femmes ou des couples et tout ça. Et on sent que depuis 10 ou 15 ans, on a complètement changé de vision sur le rôle exact des femmes pendant la Grande Guerre. Pendant longtemps, on a dit par exemple que ça les avait rendues libres. C'est le moment où elles commencent à travailler pour remplacer les hommes qui sont au front. Alors libre de travailler en usine de munitions, libre d'occuper quand même les emplois les plus pourris, libre surtout en fait de travailler 2 fois plus, parce que en fait avant elle travaillait déjà, sauf que on le disait pas plus que ça, mais la femme du paysan ou la femme du boucher ou autre, évidemment elle est à la boucherie ou elle est à la ferme, sauf que là quand l'homme était absent, il y avait double tarif de travail, avec en plus l'homme qui depuis le front donnait ses instructions en disant t'oublies pas, la semaine prochaine faut que tu rentres des foins, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela, ils sont là derrière, et donc ce conflit a rendu libre une minorité de femmes, principalement bourgeoises, qui ont pu accéder à des métiers un peu plus intéressants, on va dire, mais pas du tout la masse des femmes, très loin de là. Malgré tout, on peut noter les 2 années où il y a le plus de divorces en France avant les années 1970, c'est 1919 et 1920. Donc il y a eu à la fois une liberté des femmes de dire bon attends, Dédé t'es rentré, finalement j'ai appris à vivre sans toi et ça me va bien, donc salut. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Très vite, il y a un retour de l'ordre moral. Moi qui aime le sport, on sait que le sport pratiqué par les femmes explose pendant la Grande Guerre. Le football, par exemple, explose pendant la Grande Guerre et dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale. Mais très vite, dès la fin des années 20, début des années 30, non, le football, hors de question, ça devient interdit aux femmes. On encourage uniquement les sports qui aident à la maternité, l'équitation, la gymnastique, etc. et tout ça. Donc, il y a eu plein de choses, des fois on pense être très connues, puis finalement, quand on fouille, on se rend compte qu'on en a une vision un peu biaisée, ou en tout cas, il faut relire l'histoire à chaque génération. Cette lettre de soldat, en fait, j'avais jamais entendu parler des femmes comme ça, avec en fait cette misogynie qui ne s'assume pas, parce que le dialogue qui est retranscrit, c'est un dialogue entre 2 soldats. En fait, il y a un des soldats qui dit de toute façon, tu sais, tout ça, c'est la faute des femmes. La guerre, tout ça, c'est la faute des femmes, la guerre. Et son copain lui répond la faute des femmes, alors ça c'est nouveau, alors qu'est-ce qu'elles y peuvent les femmes, franchement, à la guerre? Et là le type explose en disant qu'est-ce qu'elles y peuvent les femmes? Mais tu sais pas qu'il y en a qui sont allés se coucher en travers des trains pour avoir le droit de vote? Elles sont allées jusqu'à gifler un ministre, dire que plus jamais elles coucheraient avec un autre homme tant qu'il y aura la guerre, etc. Et tout, tant qu'elles n'auront pas le droit de vote, t'imagines se foutre en travers des trains, et pour nous, rien. Pas une qui s'est foutue en travers les trains pour pas qu'on parte à la guerre, etc. et tout ça. Elles nous ont laissé partir. Même les louves n'abandonnent pas leurs petits comme elles l'ont fait. Alors évidemment, cette lettre-là,
il n'est pas question de la prendre pour argent comptant, mais il est question de se rendre compte à quel point ces soldats ont pu se dédouaner de leur propre violence, de ne pas avoir su dire non à cette violence, en rejetant la faute sur d'autres. Et donc, avoir, malgré tout, quand j'ai voulu faire vivre ces femmes de la Grande Guerre, c'est quoi mes témoignages? Il n'y en a quasiment pas. Quand il y en a, ce sont des romancières, hein, donc déjà lettrées, des témoignages de paysannes, des témoignages d'ouvrières pendant la Grande Guerre, c'est vraiment très peu, alors qu'on en a pour les soldats issus des classes populaires. Donc on passe par plein de choses, faire parler les silences de l'histoire, c'est aussi le plus passionnant, mais ça prend du temps, quoi. Faire des bandes dessinées, faire des livres, on a l'impression, parce que ça se lit en 3/4 d'heure, on a l'impression que écrire une page, ça se fait, j'écris 4 pages par jour, mais pour écrire ces 4 pages par jour, il y a un iceberg de souvent plusieurs années derrière, de réflexion, de lecture et de création. C'est ça qui est parfois un peu injuste et frustrant quand on le sait pas. Mais par contre, à vivre, c'est quand même assez chouette. Et puis il y a aussi ce nouveau challenge qui arrive dans votre vie, parce qu'à un moment donné, vous êtes passé du papier à l'écran. Que change justement pour vous cette adaptation de la bande dessinée à l'écran? Techniquement, le son. Et alors ça peut paraître un peu ouvrir les portes ouvertes, mais il faut quand même imaginer que la bande dessinée, j'ai pas de musique par exemple. Or, on va pas se mentir, on est entre nous, qui n'a jamais pleuré devant un film? Personne. Par contre, tous ceux qui ont pleuré devant un film, on peut quasiment se le garantir à 95%, au moment où ils ont pleuré, il y avait de la musique. Voilà. Il y avait la musique qui disait attention, on sort les violons, vas-y mec ou meuf, on peut tous chialer. Voilà, hop, et on pleure tous. En bande dessinée, c'est pas le cas. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas pleurer en lisant une bande dessinée, très loin de là, encore une fois, puisqu'on fait beaucoup appel aux émotions du lecteur, mais c'est une gageure un peu plus forte d'y arriver. On peut pleurer, si je peux me le permettre. On peut pleurer avec un texte, un roman, une bande dessinée. Oui, mais on a une sécheresse de mots, on a ça. Voilà, là où encore une fois, le son ou la musique, la voix de quelqu'un. Moi, j'ai été confronté quand je travaillais encore sur la Grande Guerre, j'ai une scène à un moment où arrivent des soldats justement tirailleurs sénégalais et vraiment ils viennent du fin fond de l'Afrique profonde. Ils peuvent pas parler comme s'ils sortaient de la Sorbonne, c'est pas possible. Ensuite, ce fameux langage petit nègre qui est moqué chez eux et tout ça. On le sait encore peu, mais c'est un langage qui est créé et mis en place par l'armée française pour se faire comprendre. Voilà, avec quelques mots simples en fait. Toi, allez là-bas, voilà, tac, bon, c'est tout. Donc évidemment qu'il parle comme ça. Et donc je suis resté des semaines sur ces 2 pages, et ça dure 2 pages, hein, où comment je faisais parler ces 2 soldats sans les rendre entre guillemets ridicules. Parce que j'ai que les mots, et si on fait que lire les mots, c'est très compliqué. Alors si j'avais été au cinéma, de voir l'acteur vraiment jouer le personnage qui, il sort d'où il sort. Enfin, un paysan breton qui se retrouvait, on a des témoignages de ça, un paysan breton qui allait à la guerre, il partait de Brest, même pas de Guingamp, il arrivait à Rennes, il pensait qu'il était arrivé au front, hein. Voilà, parce que déjà on parlait français, lui il comprenait rien, il pensait qu'il était déjà à l'autre bout du monde. Donc je ne sais même pas imaginer ce que c'était un Ivoirien ou un Sénégalais. Mais on serait très vite accusé de racisme en faisant parler comme ça, parce qu'on n'a pas tout un peu la chair qui va avec que peut mettre en place le cinéma. En bande dessinée, on est presque obligé d'être un peu à la hache sur certains trucs, et parfois la lecture, elle manque d'accompagnement autre autour. On peut que faire appel à l'intelligence du lecteur, à sa culture, mais parfois c'est pas toujours si simple. Et donc, bref, quand je suis arrivé au cinéma, j'avais la musique, j'avais le son, j'avais l'accent. Dans Un homme est mort, pour la première fois, je pouvais faire parler mes personnages avec l'accent brestois. Il ne s'agissait pas de tomber dans la caricature, de l'être trop prononcé, mais mes personnages parlent comme des ouvriers brestois de l'Arsenal. Et ça a son importance, parce que l'histoire d'Un homme est mort, c'est quand même un ouvrier qui à la fin va dire la bande-son du film tombe en panne, hein, il n'y a plus de son, et or la bande-son du film qui est projetée en permanence sur les piquets de grève, c'est un poème de Paul Éluard. Et donc l'ouvrier va dire à René Vauthier, le cinéaste, bon, laisse tomber avec ta bande-son, si ça marche pas, je vais te le dire en direct, moi, ton poème. Et René Vauthier l'a regardé en disant t'es sûr que tu pourras? Ouais, t'inquiète, je le connais par cœur maintenant, c'est moi qui vais dire. Donc c'est un poème de Paul Éluard, Un homme est mort. Et quand cet ouvrier va le déclamer, très vite en fait il va le déclamer à sa façon, avec ses mots, avec son accent, avec ses mots d'ouvrier brestois, exactement comme si quelqu'un ici déclamait Un homme est mort, il va l'adapter en marocain au sens large, on va dire, il va utiliser des mots du langage courant, etc. Et ça, dans la bande dessinée, c'était beaucoup plus compliqué à faire apparaître.
Ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez beaucoup évoqué à l'instant les contraintes. Bon, vous avez parlé de l'accent brestois, etc. C'est presque une liberté, mais le discours est très orienté contrainte. Moi, j'aimerais aussi vous entendre sur les libertés que cela a pu vous offrir. S'il y en a, bien sûr. Ah, bien sûr, il y en a. La liberté, c'est, encore une fois, la bande dessinée est souvent apparue comme un art, si ce n'est pas sérieux. Quand j'ai commencé, pas sérieux. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas. Mais quand même moins sérieux. Je vous jure que pour aller serrer les paluches dans les ministères, c'est pas un auteur de bande dessinée qu'on invite. Voilà, sauf quand on s'appelle Johann Sfar. Mais c'est très rare. Il y a quelques arbres qui cachent la forêt et ils valent le coup, hein, c'est pas le problème. Mais ça fait moins bien dans les dîners en ville quand même. Quand on dit qu'on est romancier ou auteur de bande dessinée, ça n'a pas le même écho. Je parle des... Hein, le public lambda en général, je parle pas de nous, on est des gens éduqués, intelligents, voilà, mais plein de fois, on le voit, vous savez, quand on est auteur de bande dessinée, on le voit très bien, hein. Quand j'ai voulu louer un appartement pour ma fille étudiante, j'ai bien vu qu'auteur de bande dessinée, dans les yeux des agents immobiliers, c'était quand même pas le haut de l'échelle sociale, hein. Très loin de là. Je pense que déjà, si j'avais dit que j'étais cinéaste ou romancier, au moins l'intérêt aurait été autre. J'ai dû citer une bande dessinée que je vais faire avec un youtubeur pour que la personne en face finisse par me dire « Ah ouais, super !» Bon, voilà, super. Donc du coup, vous voyez, dans l'échelle artistique, on arrive quand même assez loin derrière. Donc ce côté moins sérieux fait que la bande dessinée, du coup, peut aller voir plein de choses où les gens, par exemple, n'oseraient pas parler si c'était une caméra. Je peux vous citer un livre qui s'appelle « Cher pays de mon enfance », avec Étienne Davodo, le même dessinateur que Un homme est mort, mais qui s'intéresse à des scandales politico-criminels dans les années 70. Quand ils sont allés interviewer d'anciens politiques, d'anciens hommes de main, etc. et tout ça, le fait qu'ils soient auteurs de bande dessinée, les types leur ont tout raconté. Sans aucun problème. Et puis à un moment, eux, ils étaient honnêtes, hein, ils dessinaient les pages et ils envoyaient les pages aux témoins. Et quand l'un des témoins, notamment, a reçu les pages dessinées, là, tout d'un coup, il a vu tout ce qu'il leur avait raconté. Et donc, il les a rappelés très vite en disant en fait, j'ai pas tout à fait dit ça, donc il faudrait changer ça sur les pages. Et eux, les auteurs, ils ont dit, ah si, on vous a enregistré, vous avez dit ça. Mais puisque désormais vous dites autre chose, on va dessiner les deux versions. Et les lecteurs choisiront. Donc dans le livre, il y a la version 1, puis il y a le coup de fil du type qui dit « Oh, en fait, j'ai pas dit ça, j'ai plutôt dit ça. » Bon, très bien, ils l'ont dessiné. Et puis, libre au lecteur de se faire son opinion, mais c'est ce qui a été vécu. Donc voilà, Jo Sacco a fait la même chose sur un livre extraordinaire qui s'appelle Gaza 1956, ouais, c'est ça, qui raconte un massacre de Palestiniens perpétré par l'armée israélienne. Jo Sacco enquête sur ce massacre au moment où il y a la guerre à Gaza en 2006 et où finalement à Gaza tout le monde s'en fout d'un massacre qui a eu lieu en 56. Donc tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu nous fais chier en fait à nous interroger sur ce massacre oublié, raconte plutôt ce qui est en train de se passer maintenant. Et en fait, personne ne se rend compte que pendant que Jo Sacco se trimballe partout à Gaza et en faisant son enquête, en même temps, il raconte la muraille qui s'élève, il raconte tout ce qui se passe autour, et surtout, il confronte plein de témoignages et il n'y a pas un témoin qui dit la même chose. C'est un livre extraordinaire sur le témoignage et comment il peut nous tromper, le témoignage, comment il peut être précieux, mais comment aussi il peut avec le poids des ans et la fabrication de la mémoire, tout ça, trahir. Et en fait, Jo Sacco, il dessine toutes les versions. Quand on lui dit, voilà, ça s'est passé comme ça, il dit, ok, tac, 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 il le dessine. Puis là, il y a un nouveau témoin qui dit, mais non, ça c'était un massacre en 48, ça. C'était pas le massacre de 56. Le massacre de 56, ça s'est passé comme ça. Ok, alors il le dessine comme ça. Et il laisse le lecteur confronter les différentes versions et faire son propre choix. Cette liberté qu'a la bande dessinée, on la trouve rarement en termes de narration dans d'autres choses. Il y a peu de films qui diraient « Stop !» on va refaire la scène avec une autre version, voilà. Un roman, à la limite, peut le faire, mais je trouve qu'en bande dessinée, avec le poids des images, on voit ces différentes versions. C'est extrêmement adapté à ce genre d'enquête historique comme ça. Et puis, la bande dessinée, enfin, vous allez n'importe où dans le monde, les gens vous connaissent pas, vous parlez pas la langue, ni rien du tout, vous sortez un appareil photo, on va vous regarder un peu d'un drôle d'air, t'es qui, pourquoi tu nous photographies? Vous sortez une caméra et un micro, alors là ça risque même d'être encore pire, vous avez quand même intérêt d'être un peu introduit. Vous sortez un carnet de dessin, vous commencez à dessiner, tout le monde va venir vous voir. Alors si en plus ils se rendent compte que vous êtes en train de les dessiner eux ou les lieux et tout ça, alors là vous commencez à devenir un héros et machin, et très vite
vous êtes accepté, vous êtes introduit, etc. Et tout ça. C'est quand même le langage le plus universel du monde. Tout le monde a dessiné, hein, jusqu'à ce qu'on sache écrire. Tous les enfants du monde dessinent, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, il n'y a pas de langage plus universel. C'est juste qu'à un moment, on apprend à parler, et puis on apprend surtout à écrire aussi, et on abandonne le dessin parce que ça va plus vite de parler, et c'est plus facile d'écrire, etc. et tout ça, mais certains n'abandonnent pas. Et je trouve que la bande dessinée, et donc le dessin en général, mais du coup la bande dessinée qu'il utilise, a cet moyen d'expression universel, et donc cette liberté extra d'aller partout. C'est très rare de ne pas pouvoir faire une bande dessinée sur un sujet. De ne pas pouvoir faire un film sur un sujet, c'est beaucoup plus courant. Et puis enfin, d'un point de vue financier, c'est que dalle, hein. Un homme est mort, le film, c'était un petit budget, et c'était 1 200 000 €, si je dis pas de bêtises, et on a cessé de me répéter, tu sais, avec ça on va pas pouvoir faire un truc non plus extraordinaire, c'est vraiment un petit budget. La bande dessinée, elle, où j'ai pu faire tout ce que je voulais pendant 5 ans, elle a coûté 60 000 €. Entre le paiement des auteurs et la fabrication des albums. Donc c'est une logistique financière aussi qui du coup permet de se passer de tous les décisionnaires. Quand vous faites un film, il faut 36 commissions voilà, qui acceptent, même s'ils ne connaissent rien du tout. Ma compagne qui est réalisatrice, par origine familiale, elle a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les travailleuses du sexe, et donc elle a fait un premier court-métrage sur une actrice qui travaille dans le cinéma érotique. Elle s'est fait recaler de beaucoup de commissions par des gens qui disaient « Hop, on n'a pas envie de parler de prostitution ». Sauf que ça parlait pas du tout de prostitution, ça parlait de cinéma érotique, mais voilà. Et on était jugé donc par des gens qui connaissent rien parfois à notre sujet. Et c'est quand même extrêmement frustrant. Une bande dessinée, j'ai à répondre devant personne, sauf devant le dessinateur avec qui je travaille et l'éditeur qui me finance, mais c'est très léger comme structure en fait. Vous avez un petit peu anticipé la réponse, parce que j'allais vous poser aussi une question sur la question des représentations, et vous me dites que c'est l'une des libertés que vous offre la bande dessinée. Vous représentez le personnage dans plusieurs facettes, différents moments historiques, même quand il y a des doutes, même quand il y a des hésitations, et même parfois quand il est nécessaire de rendre plusieurs versions de l'histoire, parce que l'histoire n'étant pas une science exacte, mais une science humaine ouverte à des interprétations. J'aimerais passer à présent la parole à notre public. Si des personnes souhaiteraient poser une question, émettre un avis, ou tout simplement échanger avec Chris. Voilà. Est-ce que actuellement vous avez un projet d'adaptation pour le cinéma ? Alors, d'adaptation pour le cinéma, oui. Alors ça a explosé ces dernières années, hein, grâce aux plateformes ou à cause, ça dépend. Un maillot pour l'Algérie est optionné pour la 4e fois. Alors optionné, ça veut dire qu'un producteur bloque les droits pendant une période donnée, souvent 2 ans, à charge pour lui de mettre le film en production, et pendant ces 2 ans-là, de réunir les fonds, les acteurs, etc. et tout ça. Et un maillot pour l'Algérie, c'est donc la 4e fois que il est optionné, donc que ça ne sert à rien au final, mais voilà, par un 4e producteur différent. J'aimerais bien quand même que ça le devienne, mais le plus sérieux actuellement, c'est Notre mère la guerre, qu'Olivier Marchal cherche à adapter. Donc c'est un cinéaste français qui a beaucoup travaillé sur le monde policier en général, ou des histoires de polar, et comme Notre mère la guerre est aussi un polar, ça serait son premier polar historique. Il y a cette dimension historique, et donc il cherche à l'adapter depuis 2012. C'est aussi le 4e projet. C'était la Gaumont pendant longtemps qui le produisait. Aujourd'hui c'est Netflix, et là il était à Cannes cette semaine, il y est encore d'ailleurs, mais j'étais ici quand j'ai reçu son message pour dire que là ça commence vraiment à sentir bon pour une série 4 à 6 épisodes sans doute, ce qui me va beaucoup mieux qu'un long unitaire. Voilà, la série est en 4 albums et traverse tout le conflit de 1914 à 1918, donc le format série m'irait beaucoup mieux, mais c'est un budget en long métrage, c'était un budget de 22 millions d'euros, hein. Donc c'est quand même pour le cinéma français c'est beaucoup, donc ça va pas se faire en claquant des doigts, mais depuis le temps qu'il s'accroche, mon Olivier Marchal à ce projet, je me dis que ça va finir par arriver, j'aimerais bien, et d'ailleurs quand même, j'avais pas pensé avant de venir ici, mais l'un de ces adolescents délinquants, dans la bande dessinée, ils sont tous français qui viennent d'un peu partout, ce qui après coup, je me suis dit, ah c'est dommage, j'ai raté le coche, j'étais tombé
un peu après. C'est un article sur l'émigration à Paris en 1914, enfin début 20e siècle. Il y a quand même 15 000 Africains déjà, en général, hein, à Paris en 1914, ce qui est évidemment rien à voir avec aujourd'hui, mais ce qui à l'échelle de la ville de l'époque n'est pas anodin non plus. Et donc j'avais envie absolument, alors vous l'aurez compris, j'ai beaucoup d'amis d'enfance issus des quartiers, et j'ai envie de mettre un jeune Marocain dedans qui lui-même se trouve, pour pouvoir aussi évoquer les troupes étrangères de l'armée française, enfin dit étrangères de l'armée française. Donc voilà, il y aura sans doute un acteur marocain à aller chercher si c'est adapté. Voilà. Donc si vous avez des petits cousins, des enfants, des petits neveux qui ont entre 14 et 17 ans, vous me les bloquez là pour les 2-3 ans à venir. S'il a envie de faire du cinéma, Chris Auteur BD, Instagram.com, et puis on sait jamais. Allez savoir, peut-être que sa carrière a commencé ici sans qu'on le sache, ni vous ni moi. Voilà, vous avez écouté l'annonce. Maintenant, avez-vous d'autres questions? Merci. Mon cher Chris, puisque tout à l'heure tu disais que quand tu écris, tu vois déjà, tu entends les voix et tout ça. Est-ce que tu envisages de devenir réalisateur à un moment pour justement amener toute cette notion, tu dis, de musique, mais toi-même à l'écran ou en animation sur, si oui, quelle histoire t'aimerais porter toi-même en tant que réal dans ce que tu as écrit ou dans ce qui te reste à écrire? Alors je me suis souvent posé la question, sauf qu'à chaque fois que je m'en suis approché, j'ai réalisé un court-métrage quand même au tout début de ma carrière, parce que j'avais gagné un concours d'écriture qui était assez important, avec une bourse aussi importante de 20 000 € pour réaliser mon premier court-métrage. Et ça a été les 6 mois les pires de ma vie, je pense. Je pense que j'ai à peu près cumulé tout ce qu'un jeune réalisateur peut vivre, une maison de production à la rue, etc. Qui d'ailleurs, décidément, m'a envoyé un message là, il y a 2 jours, encore une fois pendant que j'étais au Maroc. Le film a été fait il y a plus de 20 ans quand même, hein. La boîte n'a jamais rien fait, n'a pas trouvé 1 euro de plus que les 20 000 € qui venaient pour moi. En gros, c'est payé sur mes 20 000 € de bourse que j'avais, hein, voilà. Et là aujourd'hui, elle se casse enfin la figure, cette boîte de production qui aurait bien dû se casser la figure depuis très longtemps. Et on me propose royalement quand même, avant la liquidation judiciaire, de racheter mon propre film à des conditions que j'ignore, mais que je peux savoir en écrivant à la productrice, machin, etc., et qui espère bien que je vais les racheter. Mes droits quand même, c'est mon film, il va falloir que je paye pour avoir le droit de le récupérer quand ils n'ont jamais rien fait. Donc du coup, cette expérience m'a longtemps traumatisé dans la réalisation. Et puis donc Swan, qui est ma compagne, vient de tourner donc son premier court-métrage. Et là par contre on a vécu une semaine de tournage assez extraordinaire avec une vraie bonne maison de production, Punchline, voilà, pour ceux qui connaissent, qui produit beaucoup de courts-métrages en images réelles, hein, qui a souvent été césarisé, etc. Et avec une équipe voilà, artistique et technique qui était géniale. On avait un bébé de 3 mois pendant le tournage, dans des conditions vraiment pas simples. Et ça a été le tournage le plus féministe que j'ai jamais vu, avec que des femmes à tous les postes de direction. Et donc moi qui faisais la nounou avec notre bébé de 3 mois, et Swan qui dirigeait. Alors ça se passait, faut quand même le faire, on avait une scène biblique, hein, principalement dans une bergerie de nuit, au moment d'un agnelage, naissance des agneaux. Donc on a tourné en plein mois de février un agnelage en direct, où c'est Swan, en fait, la réalisatrice qui fait les mains de l'actrice principale, je ne l'avais pas sous la main, toute l'équipe technique réduite, et moi qui ai amené le bébé tous les 3 heures dans cette bergerie. En plein mois de février, on était dans les Alpes, enfin dans la montagne, hein. Et donc on a des photos où Swan est avec le bébé au sein, la lumière dans la bergerie, etc. Des trucs incroyables. Et donc ça, il n'y a quand même que la réalisation qui permet de vivre des choses aussi, des aventures humaines aussi extraordinaires. Ça c'est fascinant dans le cinéma, qu'il soit d'animation ou réel, hein. C'est la taille de l'obligation de mettre tellement de savoir-faire en jeu que de toute façon on peut pas être, on peut difficilement être 1 ou 2, on va forcément être plusieurs dizaines parfois, plusieurs centaines parfois. Et mais en même temps ça fait partie du coup du poids. Je me dis toujours, les réalisateurs sont quand même, ou réalisatrices sont quand même des grands malades, quoi. Voilà, leur vie quotidienne. J'en voudrais pas parfois pour moi. Donc je fais toujours une sorte de refus de saut, parce que je suis tellement bien dans ma bande dessinée, c'est tellement confortable, je fais ce que je veux, personne m'embête, ça marche, voilà, etc. Pourquoi j'irais entre guillemets m'embêter à 52 ans à repartir comme en 40 comme ça? Alors vous l'aurez compris, à 52 ans j'ai refait un bébé, donc peut-être refaire un film bientôt, si l'occasion se présente, pourquoi pas. Ok, en attendant sa naissance. Oui. En attendant sa naissance, prenons une autre question si notre public souhaite encore participer, prendre la parole.
Tout est dit. Je pense que tout est dit. Il ne me reste plus qu'à te remercier chaleureusement, Toi Chris, aussi. pour cette présence parmi nous à l'occasion du FICAM. Remercier également le public, des échanges profondément humains qui nous ont reconnectés avec l'histoire. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, messieurs, dames. Merci. Je vous dis juste une dernière chose aussi, puisque un peu comme quand un musicien présente tous ses musiciens et tout ça, c'était la première rencontre que tu animais ici, en tout cas avec moi. Avec toi, oui. Pour le FICAM, oui. Mais dans des vies antérieures, Bien j'en sûr, ai plein de déjà fois. fait. Mais quand même, quand on s'est rencontrés, je dis bon voilà, je voudrais qu'on se cale bien avant, parce que moi j'aime bien tout préparer, tout caler et tout ça. Bah, c'était quand même vachement bien. Voilà, c'est très compliqué. Alors je voudrais bien qu'on l'applaudisse aussi, Merci parce que beaucoup. c'était Merci. vachement bien mené. Voilà.